Aléatoire X, disais-je, celle qui est utilisée dans les fichiers Excel, de façon sous-jacente, est définie dans une population, jamais dans un échantillon. D'accord? Cette variable aléatoire est d'intérêt, bien souvent, quand elle est quantitative continue. Donc, on la caractérise par un paramètre. On peut aussi s'intéresser à une proportion, c'est pas une quantitative continue. Et ce paramètre, ce serait la proportion pi d'un caractère dans la population. Là, on s'intéresse à un paramètre au moins qui est la moyenne, mu. Et cette moyenne mu peut, par exemple, servir de référence si on est dans un test de conformité. Ben, la propriété de la loi normale nous dit que lorsqu'on tire au sort un échantillon, alors ça, c'est pas la propriété, mais quand on tire au sort un échantillon d'une certaine taille, n, on peut calculer une estimation de ce paramètre exact mu. C'est petit x bar. Petit x bar, vous savez par cœur, ou on l'appelle mu chapeau. Le chapeau, peut-être, c'est une estimation ponctuelle. Hein. Il vaut 1 sur n somme des petits xi. Les petits xi allant de 1 à petit n, la taille de l'échantillon. Grand n, la taille de la population, c'est un chaîne. Voilà pourquoi on met petit n. Regardez bien en bleu l'échantillon. En rouge, c'est fixe. En bleu, ben, ça fluctue. D'accord ? Je vais en tirer un deuxième, un troisième, je ne vais pas avoir tout à fait la même moyenne. Mais comme on va voir tout à l'heure que l'estimateur de la moyenne est non biaisé, je le dis souvent, ça serait bien le diable si l'échantillon est de taille suffisante et qu'on remet les éléments qu'on a tirés à chaque fois en jeu dans la population. Ça serait bien le diable que nous n'ayons pas un petit x bar qui soit assez proche de mu. Voilà pourquoi on travaille sur des échantillons, sinon ça serait problématique. Et puis si on fait le bilan de tous les échantillons, vous devez vous rendre compte qu'on va manipuler non plus petit x bar, mais une variable aléatoire, grand X bar n, qui a sa définition que j'ai donnée la dernière fois. Vous pouvez avoir cette explication des grands X. Il faut bien que vous distinguiez les grands X et les petits X. Les grands X, c'est pour x1, grand X1, c'est l'ensemble des possibilités que j'ai en prenant le premier individu de la population. Grand X2, le deuxième. Grand Xn, le nème. Et bien vous voyez bien qu'à chaque position de l'individu considéré, je vais avoir autant de possibilités que la variable grand X en elle-même. D'où la définition de loi xi, grand xi, qui sont identiques, indépendantes, puisqu'on remet, et identiquement distribuées, I, et. De ce fait, cette variable aléatoire va avoir certaines propriétés. On l'a vu, c'est que l'espérance de cette variable aléatoire, elle va tomber sur mu. C'est pas miraculeux. Parce que si on fait le bilan de tous les échantillons qui poussent, comme ça, qu'on tire au sort, on va se retrouver avec... Alors, je vais faire comme ça ira plus vite. On va se retrouver avec une loi de distribution. D'accord ? Une loi de distribution qui reflète le fait que quand on a une somme de variables aléatoires qui suit une loi normale, la variable aléatoire résultante suit également une loi normale. D'une certaine moyenne, certes, qui est la somme des moyennes des lois impliquées. Mais comme on divise par n, on voit que x bar n a pour espérance i. Alors voilà ce que ça nous dit. C'est que la fluctuation de tous les échantillons est portée par un seul outil qu'on appelle l'estimateur de la moyenne empirique, ou tout simplement la moyenne empirique, et qui reflète tout bêtement une distribution normale à condition d'être dans des cas où on sait que la distribution de la variable est elle-même une loi normale. Donc dans un cas idéal où sigma est connu, on va avoir une variance bien identifiée de x bar n, qui va être sigma 2 sur n, donc une forme bien identifiée de l'estimateur. Et à partir de là, on va se dire, attention, si on tire un échantillon au hasard, on doit avoir l'échantillon dans cette loi. Bien souvent, on se dit, on va considérer 95% de chances de trouver une moyenne expérimentale dans cette loi. Donc, il va y avoir des bornes qui vont être considérées. Du coup, on va se dire, si on a une expérience où on a une moyenne qui est calculée, qui sort de cette loi, c'est que ce n'est pas dû au hasard. Il y a dû sûrement y avoir quelque chose qui l'a expliqué. Pas facile à manipuler x bar n, parce qu'à chaque fois qu'on a un mu, un sigma, on va se retrouver sur une loi différente. Donc, on a inventé un petit truc. On s'est dit, on va sans très réduire cette loi, et on va appeler cette variable aléatoire, par exemple Tn,
x bar n moins mu sur sigma sur racine de n, la statistique de test, c'est-à-dire qu'on centre, donc on a démontré la dernière fois que E de Tn était égal à 0, et on a rappelé que quand on a une variable centrée réduite, puisque ça c'est l'écart type de x bar n, hein, eh bien la variance va être à 1. Petite subtilité de calcul, mais grande importance, c'est qu'on manipule une seule loi, une loi normale centrée réduite. Ah ben là, c'est une base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Cette base solide va nous dire, maintenant que je considère les tirages au hasard reflétés par cette statistique de test comme ma preuve qu'un échantillon provenant de cette population doit faire apparaître des valeurs pour petit, pour grand Tn dans cet espace, si ça dépasse cet espace, c'est que je ne suis pas du tout dans des conditions d'apparition d'une valeur au hasard depuis une population caractérisée. Donc c'est une boîte à outils statistique, ni plus ni moins. Qu'est-ce que va retenir l'étudiant? À la limite, moi je dirais on s'en fout de ça. À la limite, vous avez vu d'où ça vient, d'accord, vous êtes bon, vous êtes excellent. Moi je dirais, l'étudiant il doit se rappeler que quand on a ça, il a une vision globale de toutes les possibilités de tirage au hasard des échantillons qui seront reflétées par une loi simple. Parce qu'on a bidouillé l'estimateur, on lui a enlevé sa moyenne, on l'a divisé par son écart type, et on a une loi normale centrée réduite, une seule loi. Du coup, voilà, on sort le tournevis de MacGyver, d'accord? On sort la boîte à outils statistique, qui est le fondement de l'analyse inférentielle. Imaginons maintenant qu'on ait un événement donné, qui nous fasse considérer un échantillon. On n'a pas tiré cet échantillon, on relève les valeurs dans un échantillon sur notre rivière, par exemple, le taux de nitrate. Et on a un taux de nitrate moyen, petit x bar, qui est relevé sur une portion de rivière. Bon, on verra dans les conditions. On fera attention d'avoir suffisamment de points, disons au moins une vingtaine, une trentaine, on en rediscutera. Et puis qu'on sache qu'on est dans des conditions, mais vraiment idéales. On a fait suffisamment de statistiques autrefois pour savoir que la rivière est bien caractérisée par un taux de nitrate quand elle est en bonne santé. Les pouvoirs publics qui ont travaillé, on connaît même l'écart type. Cas exceptionnel. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se demander si la valeur x bar est conforme à la valeur attendue mu. C'est le fondement de ce qu'on appelle le test de conformité. C'est-à-dire qu'on se demande si les différences qu'on observe entre x bar et mu sont significatives. D'accord? Donc on va poser une hypothèse nulle. Vous êtes d'accord avec moi? N, c'est la vraie moyenne d'où est tiré l'échantillon. On ne la connaît pas. On se dit, bon ben voilà, posons l'hypothèse stupide que la moyenne d'où provient l'échantillon, ça soit mu, celle qui sert de référence dans la rivière. On a fait une analyse dans notre rivière, on tire quelques tubes à essai, on fait quelques manipulations de concentration et on s'aperçoit qu'on a 12,7 mg par litre de nitrate dans cette portion de rivière. Or, nous, on se demandait si c'était conforme à un taux qu'on nous avait annoncé, les pouvoirs publics avaient dit 10 mg par litre. Est-ce que c'est vraiment très différent ou peu différent? Alors, on va se dire qu'on va chercher à savoir si la distance entre cette valeur, la distance relative avec un mètre qui change tout le temps, hein, voilà, on le règle ici en fonction des conditions, pour l'échantillon donné est immense, ou au contraire, tac, jusque-là, on va dire que c'est acceptable. D'accord? Donc on mesure une sorte de distance là entre ça et ça, qui ne sera pas la différence entre x bar et mu, vous le savez, la statistique de test. Donc on a des mètres qui nous permettent de savoir si on s'éloigne ou pas de notre référence. Donc, est-ce que la moyenne dans la population, c'est une autre façon de formuler l'hypothèse nulle, dont est réellement issu l'échantillon, mais on ne connaît pas cette moyenne de cette population, on ne connaît que la référence, est égale à nul, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr, vous savez qu'il faut poser une hypothèse alternative, sinon on ne fait pas de test. On ne peut pas. Hein? Donc, n'oubliez pas que sous H0, les différences sont supposées dues au hasard. Donc, si vous avez compris toute ma petite réflexion, vous devez attendre à ce que ces différences soient compatibles avec cette fameuse loi normale centrée réduite pour le fameux Tn. Bien.
Du coup, je vais poser l'hypothèse alternative. Oh, je ne vais pas me casser la tête, hein. Je ne vais pas dire que c'est supérieur, je vais dire que c'est différent. Ça, je vais simplifier le problème et je vais embrasser toutes les possibilités. Je vais dire, ben non, moi je pense que la valeur que j'ai obtenue est différente. Enfin, un petit peu débile, on aurait dû dire supérieur, faire un test unilatéral dans l'exemple que j'ai proposé sur la rivière, puisqu'on avait déjà une valeur qui était stronger que la valeur de référence mu à 10 mg par litre. Pardon. Et donc là, ben, on sait qu'il existe un estimateur x bar m de mu non biaisé qui nous garantit que dans les conditions où on est, on va dire x suit une loi normale, je connais sigma, je suis dans le vert, comme on dit, je suis dans le monde de Walt Disney, tout va bien, on sait bien qu'on n'est pas dans le monde de Walt Disney en général, mais là, voilà, on va travailler dans le monde de Walt Disney, j'ai mon estimateur connu de la moyenne, c'est que dans ma tête, ça veut dire que l'ensemble des échantillons qui sortent de cette population, qui ne sont pas tirés, hein, mais potentiels, vont avoir des moyennes qui seront reflétées par la distribution de x bar n. Donc, je sais que je vais utiliser ma petite boîte à outils, Tn est égal à x par n moins mu sur sigma divisé par racine de n, et là je me dis, alors, voyons voir, je sais que ça a une forme bien particulière, j'utilise mon outil, et je sais que je rentre dans les statistiques inférentielles. D'accord? Là, je quitte la descriptive, le petit x bar, bon, d'accord, son petit sigma, je kurtosis, j'ai la forme de la distribution, j'ai l'histogramme. Dépassons ça. Donc, la première chose à faire, vous le savez, c'est si on a suffisamment de valeur, c'est faire un test de Shapiro-Wilk pour voir si ma présomption de normalité sur l'échantillon n, elle est juste ou pas. Et du coup, je vais exploiter cet outil statistique. Je vais me dire que je vais fixer un seuil à ne pas dépasser pour dire que ça ne peut venir que par le hasard. C'est-à-dire que je vais dire que je vais séparer, puisque c'est un test bilatéral, ma distribution en zones très probables d'apparition par le hasard et zones beaucoup moins probables. Le 5% est arrivé comme ça, par habitude, parce que ça faisait un chiffre rond. Pourquoi pas 4,2, hein, pourquoi pas 3,1, pourquoi pas 6,4. Et puis on s'est aperçu que les intervalles de confiance étaient faits souvent à 95%. Ça marchait pas trop mal, ça allait bien avec notre truc, c'est un petit peu un chiffre miracle, l'arrêt du pouce. Il n'y a pas d'explication de 5% qui soit autre chose que l'arrêt du pouce depuis 200 ans. Et en fait, on est dans un cas idéal, donc j'utilise la loi T comme la loi Z, c'est-à-dire normale centrée réduite. Voilà pourquoi j'abaisse les quantiles qui correspondent à mes alphas. Et vous avez vu, comme c'est symétrique bilatéral, mes alphas sur 2 vont diviser en deux la probabilité seuil, le risque seuil, risque de première espèce, de 5%. D'accord? C'est un test bilatéral. En gros, je vais dire, moi, c'est bien simple. Hein. Ma zone de rejet, c'est aux deux extrémités de cette courbe. Je dis, il est impossible d'obtenir par le hasard une valeur de t, on verra laquelle, qui corresponde à Tn si ça dépasse la zone moins z alpha sur 2, z alpha sur 2. Oui, la loi normale étant symétrique, je me suis servi allègrement, je vais appeler ça moins z alpha sur 2, z alpha sur 2. Vous verrez dans ma vidéo sur la loi normale centrée réduite qu'il faut un peu plus de rigueur et qu'on n'appelle pas ça moins z alpha sur 2, mais z1 moins alpha sur 2 pour des raisons évidentes. Donc du coup, je me dis, la valeur observée de Tn, obtenue avec ces échantillons, il vaut combien? C'est là que je rejoins vos TD. Vous voyez, enfin, la valeur observée pour l'outil MacGyver statistique de test que j'ai sorti dans cette problématique vaut tout bêtement petit x bar moins mu sur sigma, Walt Disney, on connaît sigma, yes, tout va bien, bonjour le prince, bonjour la princesse, où est ton cheval, divisé par racine de... C'est toujours le cas. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, j'ai tout pour savoir si mon Tn se retrouve, mon T0, pardon, O comme OPS. Hein, ça vient de OPS. Ça vient aussi de, finalement, est-ce que je peux associer à la problématique H0 une valeur observée qui me servira au jugement pour savoir si je rejette ou pas l'hypothèse. Donc, vous voyez, je pars d'un seul échantillon, mais je me garantis de toutes les distributions possibles dans les échantillons, les distributions probables. Et moi, je dis que ça, c'est improbable, et ça, c'est relativement probable. Regardez bien comment j'ai appelé ça, non-rejet de H0, et rejet de H0. On n'accepte jamais H0.
On la rejette ou on ne la rejette pas? C'est Fischer qui l'a démontré, il y a longtemps. Donc le tout, c'est de savoir où c'est que ça se trouve, ce bazar. Et le tout, c'est de savoir si on a T0 en valeur absolue, hein, qui est gros ou petit, proche de 0. 0, il n'y a pas de différence. On reste dans Walt Disney. On ne sait pas pourquoi on est là. On est dans un film d'animation assez marrant. Pof, il n'y a pas de différence. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une différence. Parce que sinon, je ne vais pas accepter que 12, ça soit proche de 10. Sinon, on accepte n'importe quoi, à la limite. À condition que ça soit vraiment, vraiment alarmant, que la distance 12 à 10, ça soit énorme, et non pas tout petit, en fonction de la taille de l'échantillon que j'ai. Plus la taille de l'échantillon augmente, cette distance 12-10, qui sera toujours la même, 12 moins 10, va être énorme. Puisque ça va être de plus en plus petit. C'est une notion, c'est une graine. D'accord? Vous pigez ça? Que c'est fonction de la taille de l'échantillon. Donc du coup, eh bien, tout va être dans le calcul de quoi la probabilité que T0, Z soit inférieur à moins T0, moi je l'appelais Z, mais j'aurais pu l'appeler Tn, d'accord? On est d'accord? ZTN, c'est peut-être un truc à corriger pour la prochaine fois. Inférieur à moins T0 plus Z supérieur à T0, on est d'accord? C'est tout simplement ça. Est inférieur à alpha, c'est ce qu'on pose comme question, ce qui revient à dire que la valeur absolue de T0 est supérieure à ce fameux Z alpha sur 2, c'est des petits Z, hein, d'accord? C'est des valeurs de pointille. Et donc du coup, en fonction de ça, ben, on va calculer ce qu'on appelle une p-value, c'est-à-dire, admettons que ça tombe ici, mon T0. La p-value, ça sera à gauche de cette valeur-là, et que mon autre valeur de T0, puisque c'est signé ça, d'accord? Ça dépend des valeurs. Donc l'autre valeur symétrique va se retrouver aussi de ce côté-là. On voit bien qu'en valeur absolue, T0 soit supérieur à Z alpha sur 2, donc on va rejeter l'hypothèse de U. C'est très peu probable. Par contre, si T0 a une valeur faible, et qu'on se retrouve en deçà des deux limites, bon, ça va être assez probable, et on ne pourra pas rejeter avec suffisamment de présomption l'hypothèse nulle. Donc vous voyez, la question se pose, c'est est-ce que P-val est inférieur à alpha? Ça, c'est la vision de Pearson, c'est-à-dire mon 5%, là, vous savez, ou mon 1%, ou 1 pour 1000. Il faut bien se fixer un seuil. Alors ça, on se fixe en général a priori au départ. Ou eh bien, est-ce que P-val, en lui-même, ne nous intrigue pas trop? C'est-à-dire, quand on a 10 puissance moins 3, il n'y a pas besoin de le comparer à 5%. Il va falloir trouver un argument pour dire que c'est suffisamment petit pour qu'on se dise « Oh là là, je suis sur quelque chose. » D'accord? Vous êtes dans le cas idéal où sigma est connu. D'accord? Vous allez conclure uniquement sur la valeur de T0 par rapport à Z alpha sur 2, sur la valeur de P-val en elle-même par rapport au para alpha si vous avez un alpha. Et donc, vous voyez que le principe restera le même pour les tests d'homogénéité. Alors, les tests d'homogénéité, je fait une petite vidéo qui vous montre un petit peu tous les tests qu'on peut faire sur les moyennes. Hein. Eh bien là, on aura deux populations sous-jacentes, mais on s'ennuie, on ne les utilise pas. Parce que x bar 1 moins x bar 2, ça fera 0. On pourra chiffrer. N'oubliez pas que l'hypothèse nulle doit toujours être chiffrée, d'accord? On doit toujours avoir une valeur précise. Les estimateurs vont se servir aussi pour les intervalles de confiance, donc les statistiques de test aussi. Et donc, vous savez que quand on ne connaît pas sigma, on remplace la variance exacte, sigma 2, ou l'écart type exact, par cette valeur Sn étoile qui est l'estimateur non biaisé de Sn étoile carré de la variance. Et du coup, on se retrouve avec une variable aléatoire au numérateur, une variable aléatoire au dénominateur. Monsieur Student a démontré que ça suivait une loi qui ressemble un tout petit peu à la loi normale. Elle est symétrique autour de 0, simplement on ne gouverne plus son écart type. Elle est toujours centrée autour de 0. Mais on ne gouverne plus son écart type, c'est-à-dire qu'elle sera plus ou moins aplatie au bord, en fonction du nombre de degrés de liberté, en fonction de la précision qu'on aura. Plus elle augmente, plus elle tendra vers la loi normale centrée réduite. Voilà pourquoi, eh bien, dans le cas standard, on ne connaît pas sigma et on emploie plutôt le test de Student. Mais ça, c'est pour deux caractères. Vous imaginez bien que quand je fais une ANOVA, il y a un estimateur derrière. Ce n'est pas un estimateur sur la différence de moyenne. Ne vous trompez pas. C'est un estimateur sur un rapport de variance. Je vous l'ai dit, la variance intra-échantillon,
je ne ferai pas de démonstration sur l'ANOVA, rassurez-vous, et la variance interéchantillon. Et on veut montrer que la variance interéchantillon, celle qui expliquerait les différences de moyenne, est due plutôt aux facteurs associés à ces différences de moyenne qu'à une simple fluctuation de la variance, c'est-à-dire une fluctuation d'échantillonnage. Donc, vous voyez, en fonction des tests considérés, vous allez avoir des estimateurs différents. On aura joué au parfum, hein, pour une ANOVA, c'est un rapport de variance. Pour un test T, vous voyez, c'est une différence de moyenne, relative à une variance plus ou moins maîtrisée. Bon, du coup, on revoit cette petite diapositive. Hein. Quand j'ai une p-value qui est supérieure à 10%, j'ai aucune présomption contre l'hypothèse nulle. Donc, vous allez conclure, et ça vous pouvez le mettre noir sur blanc, l'échantillon considéré ne nous permet pas de rejeter l'hypothèse nulle. Point final. Ça veut dire que vous acceptez l'hypothèse nulle. L'échantillon considéré ne nous permet pas de rejeter l'hypothèse nulle. Alors après, on saute d'un cran. J'ai 6% par exemple. 6% est compris entre 5 et 10%. Fischer nous préconise, c'est pas moi, hein, de dire qu'il y a une faible présomption contre l'hypothèse nulle. Donc, vous allez avoir peu d'arguments pour réfuter l'hypothèse nulle. Mais vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas la rejeter sans avoir un petit but. Voilà pourquoi vous mettez un petit point dans vos tests. Vous retrouvez un petit point associé. Quand vous avez entre 1 et 5%, ah, c'est le confort, ah, si je m'y retrouve. Aïe, ouf, je m'y retrouve, c'est le fameux 5% qui apparaît. Oui, on a fait ça, il fallait bien faire des seuils. Hein. Là, on va dire qu'on a déjà une forte présomption. Vous voyez, on oublie les seuils. Là. On se dit, pas de présomption, présomption faible. Ça, on ne vous l'a pas appris, vous voyez. Ça, c'est, je jette pas de bébé avec l'eau du bain. Et forte présomption. Et au-delà, c'est royal. C'est-à-dire, en deçà, en valeur de 1%, compris par exemple entre 0,1% et 1%, c'est très forte présomption. C'est-à-dire que c'est super bon d'avoir 0,1%. C'est-à-dire 0,001 comme p-value. On est bien d'accord. Donc vous allez me dire, oui, mais moi j'ai mieux. J'ai 10 puissance moins 6. Très bien. Vous avez en dessous de 0,01, c'est présomption extrêmement forte. C'est quasi certitude de pouvoir rejeter l'hypothèse nulle sans doute, sans risque. Le risque étant un risque de première espèce. Donc du coup, on se dit, génial, j'ai tout bon. Il y a toujours un petit risque. On va dire que c'est presque un risque poissonnien, événement rare. Hein, vous voyez le truc. Ça n'a rien à voir avec le test. Je dis, c'est un événement rare de se tromper avec un coup comme ça. Donc du coup, je me retrouve avec des gens qui disent « Ah, moi j'ai 10 puissance moins 21 dans mon test, là c'est mieux que 10 puissance moins 18. » Vous êtes simplement inférieur à 0,1%. C'est pas mieux qu'avoir 0,00001, même si vous avez 18 zéros derrière. C'est simplement que ça veut dire que c'est tellement rare que vous pouvez vous dire que votre test a montré qu'il y avait un effet du caractère qui influe sur la grandeur que vous étudiez qui est quasi certain. Vous ne pouvez pas avoir ça par le hasard. Mais attention, il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer, c'est que plus le facteur intervient de façon certaine et seule, plus la p-value va être petite. On est bien d'accord. Mais plus la taille de l'échantillon est forte, plus le risque de se tromper va diminuer aussi. Donc plus la p-value va diminuer. C'est naturel. Donc vous voyez qu'il y a des éléments qui font considérer qu'on n'est pas sur les mêmes pieds d'égalité d'un test à l'autre. Si on résume, un estimateur n'est qu'un élément de boîte à outils qui nous permet de faire quoi? De la stat, je crois que je l'ai mis quelque part, hein, de la stat inférentielle. Bon, ben là, il n'y est pas. Il a dû disparaître, j'avais prévu. Donc, c'est-à-dire que on part d'une situation, là, elle est entièrement maîtrisée, mais entièrement maîtrisée, sigma est connu, donc cette loi est particulièrement simple. Ça ne veut pas dire que quand c'est pas maîtrisé, sigma, la loi n'est pas simple. D'accord? Une loi de Stuten, à n degrés de liberté, à nu degré de liberté, nu la lettre grecque, en général c'est n-1, n-2,
puis d'autres réjouissances que je vous apprendrai, d'accord? Donc, du coup, ces degrés de liberté conditionnent la nature et la forme de la loi. Donc, c'est encore tout à fait utilisable. Ça fait partie donc de la boîte à outils qui va nous permettre de se dire, ben voilà, à partir de ça, je vais calculer ça, et je vais savoir si je suis dans une zone de rejet ou de non-rejet de H0. Donc, merci les estimateurs, parce que sans la forme des estimateurs, on ne pourra pas calculer ça et le savoir le relatif. C'est tout ce que je veux que vous sachiez. La mathématique sous-jacente ne m'intéresse pas. D'accord? Tout ce que je vous ai démontré mathématiquement n'a pas grande valeur par rapport à je sais prendre du recul, parce que le prof m'a appris que mon estimateur va me permettre de définir un mètre ruban qui va déterminer si la distance relative entre les deux valeurs va être acceptable ou pas. Ça marche? Qui comprend mieux? Bon, ben c'est une immense majorité, ça me fait plaisir, j'ai pas fait ça pour rien. Bon.